Il est 20 h, bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce vendredi. Et c'est bien sûr l'une des questions du jour, le froid, la neige et ses conséquences dans les prochaines heures. Il y en a déjà tout cas du verglas sur les routes, prudence donc cette nuit. 9 départements sont en alerte orange, nous ferons le point sur la situation en ce début de week-end. Dégelé, oui, mais pas la neige comme ça. Nous reviendrons également sur la douleur d'une mère qui comparaissait aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Créteil pour avoir causé involontairement la mort de sa petite fille de 18 mois. Elle l'avait oubliée dans sa voiture. Beaucoup de questions devant le tribunal, mais également beaucoup d'émotions. La folle flambée des prix du logement se poursuit, hausse de près de 14% à Paris et de près de 9% sur l'ensemble du pays. Nous irons ce soir à Lyon où le prix du mètre carré est également à la hausse, vous le verrez. Le sport ce soir et nous sommes 24 heures avant le choc France-Australie de rugby, match à suivre demain sur France 2. Vous découvrirez l'étonnant simulateur de mêlée dont dispose le 15 de France. Une journée marquée également par la démission de Jacques Lambert, le directeur général de la Fédération française de football. La crise est donc toujours là. Enfin, en cette période d'avant-Noël, les spectacles pour enfants sont à l'honneur. De Chantal Goya à Dora, vous découvrirez l'émotion que peuvent susciter ces rendez-vous pour les enfants. Décryptage et reportage tout à l'heure. C'est Dora le prêt. Dora, c'est l'ami de Babouche. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous et on commence donc par cet hiver qui arrive en avance cette année avec des températures toujours à la baisse, du verglas et quelques chutes de neige. Ce fut le cas cet après-midi à Paris. Ce soir, vous le voyez sur cette carte, 9 départements sont en alerte orange, de la Vienne à la Charente en passant par la Corrèze, des conditions météo qui vont se poursuivre. Elles ont en tout cas déjà provoqué des ralentissements depuis ce matin. On voit cela avec Zindine Boudaoud et Arnaud Jacques. Dans le nord, le mont Cassel s'est réveillé sous une épaisse couche de neige. 10 cm un 26 novembre. Difficile à croire pour les 2500 habitants de la commune. Ma femme elle dit, t'as vu qu'il y a la neige? Bon, je dis, tais-toi, il y a celle de hier soir. Non. Ben tu pourras aller avec la pelle. Et c'est la première fois que vous laissez en 30 ans, au mois de novembre? Ah oui, le mois de novembre, oui. Dégelé, oui, mais pas la neige comme ça. Comme dans le nord, la circulation est compliquée dans plusieurs départements du pays, surtout sur le réseau secondaire. Les pluies verglaçantes ont causé quelques accidents sur les routes, sans faire de victimes. En Normandie, le ramassage scolaire a été perturbé, la distribution du courrier aussi. On ne va pas partout, on ne peut pas aller dans les endroits assez retirés parce que c'est assez vallonné. Malheureusement, j'ai une tournée très vallonnée, donc je ne peux pas accéder à tous mes clients. Les chutes de neige vont s'intensifier sur le Poitou, l'Aquitaine et le Limousin dans la nuit, puis sur le Lot, le Cantal et l'Aveyron. Dans le Doubs, la neige est déjà passée. Les premiers flocons sont précoces ici aussi. Pour éviter les glissades, le sel est l'arme fatale. Mes escaliers sont dehors, là, alors si j'en mets pas un petit peu dessus, ben, le lendemain matin, on descend en vitesse, quoi. Météo France a prévu une dégradation de la situation. La neige devrait s'étendre aux plaines et à tout le pays. Et les températures cette nuit atteindront moins 3 degrés à Lille, tout comme à Clermont-Ferrand, moins 4 à Lyon, moins 2 à Marseille. Et la neige est donc attendue dans plusieurs départements. Elle est en tout cas déjà arrivée sur plusieurs pays européens, notamment en Grande-Bretagne, comme vous le voyez en Écosse. Il s'agit des plus précoces depuis une vingtaine d'années. La neige également en Allemagne et en Espagne. Comment expliquer un tel oubli? C'est la terrible question à laquelle la justice devait tenter d'apporter une réponse aujourd'hui à Créteil. C'est une mère de 37 ans qui était jugée devant le tribunal correctionnel. Elle avait oublié son enfant de 18 mois dans sa voiture, un geste qui entraînera la mort de sa petite fille. Alors comment juger ce terrible oubli? Il fallait d'abord entendre, écouter le témoignage d'une mère inconsolable. Sur place, Sarah Bernuchon et David Dameda. Pour les proches de la famille, le jugement sonne comme un soulagement. Le tribunal correctionnel de Créteil a reconnu coupable la maman d'avoir tué involontairement sa fillette de 18 mois en l'oubliant dans sa voiture. Une mère coupable, mais dispensée de peine. Le tribunal a rendu un jugement empreint d'humanité. Le fait que le tribunal n'ait pas mis de peine avec sursis ne change strictement rien pour elle. La culpabilité, de toute façon, elle va l'avoir à vie. Ce matin même, à la barre, la mère a reconnu être responsable du drame, la seule responsable. Jamais je n'ai voulu mettre en danger la vie de ma fille, disait-elle, et pourtant, je l'ai fait. C'était le 4 juin dernier. Cette mère de 37 ans arrive en retard à son travail après avoir veillé toute la nuit l'un de ses enfants malades.
Dans la précipitation, elle oublie sa fillette à l'arrière de la voiture en plein soleil, persuadée de l'avoir déposée chez la nourrice. Mais comment expliquer un tel oubli? Presque 6 mois après le drame, cette cadre informatique ne comprend toujours pas. Des tracas professionnels, la maladie d'un de ses enfants, trop de préoccupations qui peuvent être à l'origine de ce genre d'oubli. On peut imaginer que dans un état de fatigue, on puisse tous oublier à un moment donné. Alors malheureusement, là les conséquences étaient liées au fait que l'enfant était très petit et que c'était l'été et que donc il s'est déshydraté. Mais c'est vrai que ce sont des choses qui peuvent tous nous arriver un jour. Entre juin 2007 et août 2009, la Commission de sécurité des consommateurs a recensé 22 oublis d'enfants en France. La fin d'une prise d'otage qui a duré plusieurs heures à Orléans. Un homme aux motivations confuses s'était introduit armé dans les locaux de la communauté d'agglomération. Les hommes du raid s'étaient rendus sur place, mais l'homme s'est finalement rendu il y a un peu plus d'une heure. Plus de précisions avec Claude Sampère, Arnaud Comte et Nicolas Hauer. Sur ces images, le preneur d'otage arrêté par les policiers du raid. C'était peu avant 19 h. L'homme vient de se rendre et l'otage a été libéré sain et sauf. Tout avait commencé vers midi en plein centre d'Orléans. Un homme d'une 60aine d'années, armé, rentre dans les locaux de la communauté d'agglomération. Il prend au hasard un homme en otage. Ses revendications sont assez confuses. En début d'après-midi, le raid, l'unité d'élite de la police, arrive sur les lieux. Dans un premier temps, les policiers dressent un profil du preneur d'otage et établissent un contact avec lui. Autour du bâtiment, quelques personnes, dont un journaliste que le preneur d'otage a appelé au téléphone. Précisément, il m'a dit que je suis passé à l'action, que je tiens quelqu'un, que cette situation depuis déjà 2 heures dure et j'en ai marre. Ils ne veulent pas m'écouter, ils ne veulent pas m'entendre, donc ça risque de mal se terminer. Quelques instants plus tard, le raid vient chercher ce journaliste pour lui demander de parler au preneur d'otages. Pendant des heures, les négociations vont se dérouler. L'homme est un plombier, un ancien militant associatif qui affirme être victime d'injustices diverses de la part de la municipalité. Je l'ai eu au téléphone, il était tranquille, il m'a pas paru être à bout, être en l'état de faire quelque chose de pas bien. Vers 18 h, l'homme demande à son otage de l'aider à déployer une banderole sur le bâtiment où l'on peut lire ses revendications assez floues. Il écrit notamment « Ça suffit », l'heure des comptes a sonné. 1 heure plus tard, le preneur d'otage s'est rendu sans violence. Dans l'actualité également, on a appris aujourd'hui la mort d'un adolescent de 15 ans à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Celui-ci aurait succombé à une méningite. Ses parents, qui vivent dans un hôtel social situé à Pantin, en Seine-Saint-Denis, auraient désespérément attendu l'arrivée d'un médecin de garde. Une enquête a été ouverte. Santé toujours avec ce chiffre, 900 accidents médicaux surviennent chaque jour en moyenne dans les cliniques et hôpitaux français. 400 d'entre eux pourraient cependant être évités. Des chiffres à la fois abstraits et concrets qui sont le résultat d'une enquête sur ces événements dits indésirables. Alors quelles pourraient être les réponses à ces accidents? Comment les éviter? Élément de réponse avec José Blanc-Lapierre. Il y a 8 ans, cette jeune femme rentre à l'hôpital pour une ablation de la vésicule. Au cours de l'opération, son foie est touché. Une erreur qui l'oblige à subir une 2e intervention et la condamne à des traitements à vie. Qui dépend d'avoir des enfants, c'est assez compliqué quand on est tous les jours sous traitement, quand en plus de ça on prend des antibiotiques relativement forts tous les mois. Donc forcément en étant commercial, comme je le suis, c'est difficile d'aller sur le terrain suite à une hospitalisation qui suppose des prises de morphine, etc. Des accidents médicaux plus ou moins graves, il s'en produit 900 par jour, dont 400 pourraient être évités. Il donne lieu à 600 hospitalisations, selon un rapport remis au ministre de la Santé aujourd'hui. Le plus souvent, les incidents se produisent en la pose de sondes ou de cathéters, des actes dits invasifs, 50% des cas. Des erreurs de médicaments ou des infections nosocomiales, 20% des cas, plus 10% de maladresses diverses. Pour faire baisser ces chiffres, à partir du 1er janvier, un nouveau poste va être créé dans chaque hôpital, celui de gestionnaire des risques. J'ai souhaité que ce patron soit assis à côté du directeur et qui soit complètement impliqué dans la direction de l'hôpital. C'est important que le responsable de la sécurité du patient ait des pouvoirs et de l'autorité. Ce monsieur sécurité devra généraliser ce système pour ne pas se tromper. Bracelet au poignet gauche quand on opère du côté gauche. Ou encore demander la fermeture d'un service comme ici à Metz récemment, quand le risque d'une opération cardiaque est plus élevé qu'ailleurs.
Économie, et il faut apparemment calmer l'emballement. José Manuel Barroso en visite aujourd'hui à Paris, s'est voulu rassurant. Le président de la Commission européenne a affirmé que le Portugal n'était pas concerné par un plan d'aide de l'Union. Depuis plusieurs jours, les économistes nous parlent souvent de l'effet domino. Après l'Irlande, le Portugal, mais aussi l'Espagne susciterait l'inquiétude. On prend tout de suite la direction de Bruxelles. Bonsoir François Bodonnet, on a besoin de vos lumières. L'Allemagne s'est montrée cette semaine très inquiète, voire alarmiste. L'Union, elle, se veut rassurante. Alors, qui faut-il croire? Le Portugal et l'Espagne sont-ils les prochains sur cette liste de pays qui vont devoir être aidés ou pas? Oui, c'est en tout cas ce que tout le monde craint. Alors aujourd'hui, les premiers ministres espagnols et portugais ont démenti avec la plus grande vigueur. Ils ont dit non, non, nous ne demanderons pas d'argent à l'Europe. Le problème, c'est qu'avant eux, la Grèce avait démenti, l'Irlande avait démenti, et on a vu la suite. En fait, Laurent, les spéculateurs sont en train de suivre scrupuleusement leur plan d'attaque. D'abord Athènes, puis Dublin, puis Lisbonne et enfin Madrid. Et si l'Espagne est contrainte à appeler au secours, ce ne sont pas 85 milliards d'euros que l'Europe devra mettre sur la table, comme pour l'Irlande, mais peut-être 400 ou 500 milliards, ce qui fait très peur aux gouvernements européens. Leurs ministres des Finances vont d'ailleurs se réunir une nouvelle fois en urgence par téléphone ce dimanche. Le problème, c'est que la contagion est déjà là, les fonds spéculatifs sont en train de gagner et de s'enrichir, les États européens sont en train de perdre et de s'appauvrir, et les vraies victimes sont évidemment les Européens eux-mêmes. François Bodonnet en direct de Bruxelles. Merci François. Et puis demain, on s'attend à une forte mobilisation des syndicats en Irlande. Manifestation donc contre la rigueur imposée par la situation financière du pays. La baisse du salaire minimum ou encore celle des retraites de fonctionnaires cristallise la colère de la population. L'Irlande, qui à la différence de la Grèce, a longtemps fait figure de bon élève de l'Europe. Ici, ce sont les banques qui ont fait plonger les finances publiques et non l'inverse. Alors comment vit-on cette secousse sur place? On voit cela avec Jacques Cardoz et Stéphane Guillemot. C'était l'un des marchés les plus fréquentés de Dublin. Moore Street symbolisait même la croissance, la réussite de l'Irlande. Aujourd'hui, il offre un tout autre visage et les commerçants n'ont pas de mots assez durs contre le gouvernement. Ils ont vendu le pays. Ils ont vendu le pays, comme les banques. Ils l'ont fait et maintenant c'est à nous de payer tout ça. De l'amertume, parce que ces commerçants voient tous les jours le pouvoir d'achat s'effondrer. Des magasins ont fermé et ceux qui tiennent encore leur étal craignent de ne pouvoir s'en sortir. Tout le monde a peur. Moi aussi j'ai peur. J'ai une famille de 5 à nourrir. J'ai un crédit et il n'y a aucune perspective pour l'avenir. Regardez la rue, personne n'achète. Un peu plus loin, une association de bienfaisance n'avait jamais connu cela. Une affluence record. Ici, on servait une 60aine de repas par jour il y a peu. Aujourd'hui, plus de 400 le midi et autant au petit déjeuner. Autre signe qui ne trompe pas, la clientèle a changé. Je travaillais dans la sécurité, je faisais du gardiennage. La société a fait faillite il y a 3 ans. Je ne sais faire que ça. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Les gens qui sont ici ont une maison, mais ils n'ont pas d'argent pour manger. Certains ne peuvent même pas s'offrir un petit déjeuner ou un dîner. Et beaucoup viennent tous les jours. Dans les banlieues dortoirs de Dublin, il n'est pas rare de rencontrer des situations difficiles. Trevor a déjà rangé le casque et le gilet de chantier. Il va quitter l'Irlande. Cela fait 15 mois qu'il est au chômage. Durant les bonnes années, il pouvait gagner jusqu'à 4 000 €. Je n'ai même pas été payé pour mon dernier chantier. Alors je me suis dit que j'aurais un meilleur avenir en Australie. Les Irlandais ont ressenti une immense injustice cette semaine à l'annonce de ce 3e plan de rigueur parce qu'il épargne les entreprises mais pas les classes moyennes. Et c'est cela qu'ils ont l'intention de dire demain lors de la manifestation. Et puis économie toujours, mais en France, cette fois avec les chiffres du chômage, après 2 mois de hausse, il est pour le mois d'octobre en baisse, moins 0,8%, soit 20 300 demandeurs d'emploi en moins. L'occasion ce soir de s'interroger sur les secteurs qui seront à l'avenir porteurs d'emploi. Dans une projection d'ici 2015, une étude confirme que les entreprises de services seront les plus dynamiques. Romain Boutilly, Éric Delagneau et Florian Lemoal vous racontent tout cela. Vous cherchez un emploi d'informaticien, comptable, architecte ou encore agent de sécurité. Le tri des déchets ou les services de location de voitures vous intéressent? Bien vu, ces métiers font partie des secteurs dits porteurs. C'est en tout cas le résultat d'une étude d'experts qui s'est projetée jusqu'en 2015. Au top des secteurs créateurs d'emplois, les services aux entreprises dits opérationnels. Plus surprenant, la construction profite du Grenelle de l'environnement et arrive en seconde position, juste devant les métiers de conseil et d'assistance. Au total, cette projection prévoit 500 000 créations d'emplois en 5 ans. Cette étude, elle montre qu'en seulement 3 ans,
on peut retrouver le niveau moyen d'emploi qu'on a connu ces dernières années. Donc finalement effacer une grande partie de l'impact de la crise, et puis encore 2 ans plus tard, si on continue sur cette même progression, atteindre le pic qu'on avait juste avant la crise. Revers de la médaille, 300 000 emplois pourraient être détruits. L'industrie et la métallurgie devraient continuer leur hémorragie, tandis que le secteur de l'habillement sera lui aussi bien à la peine. L'autre enseignement, c'est la précarisation rampante du marché de l'emploi. Ainsi, 100 000 emplois seraient créés dans l'intérim pour des missions courtes sans garantie d'emploi stable. Les entreprises devraient ainsi faire à nouveau appel aux intérimaires dont elles s'étaient séparées pendant la crise. On voit bien aujourd'hui que les chocs économiques sont de plus en plus fréquents, sont de plus en plus puissants et que les entreprises doivent répondre à ces chocs économiques par des ajustements, notamment sur l'emploi. Et la variable d'ajustement aujourd'hui, c'est l'intérim, c'est les CDD. Plus flexible, plus précaire, peu à peu les contours du futur marché de l'emploi se dessinent. Les effets de la crise devraient se faire sentir encore longtemps. Dans le jargon politique, on appelle cela une mise au point. Elle est signée Ségolène Royal et elle s'adresse à Martine Aubry, la première secrétaire qui, sur le plateau du journal de 20h, avait évoqué cette semaine l'existence d'un pacte entre elle, Dominique Strauss-Kahn, et Ségolène Royal. Eh bien, cette dernière voit apparemment dans tout cela une ambiguïté. On écoute la présidente de la région Poitou-Charentes. Je garde toute ma liberté, comme toutes celles et tous ceux qui ont quelque chose à dire, qui ont des valeurs à défendre, qui ont un projet à proposer aux Français. Il n'y a pas d'arrangement et il n'y a pas de pacte pour empêcher les primaires. Il y a un accord, il y a une entente cordiale pour se parler, pour faire les choses intelligemment, collectivement, pour en finir avec les guerres d'ego, pour rester unis quoi qu'il arrive, et pour se rassembler autour de celui ou de celle qui aura été désigné par un vote populaire. Et comme chaque mot semble compter, ce soir Harlem Désir, proche de Martine Aubry, reconnaît qu'il n'existe pas de pacte mais une volonté de réfléchir ensemble. Dans l'actualité à l'étranger, la France tout d'abord a tenu aujourd'hui à saluer la maturité démocratique du débat télévisé organisé hier soir en Côte d'Ivoire, débat entre les 2 candidats à la présidentielle, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, qui se sont engagés à respecter les résultats des urnes. On votera donc dimanche en Côte d'Ivoire. Cette élection, vous le savez, se déroule sous tension. Des violences ont déjà eu lieu entre partisans de chaque camp. Au Brésil, la nuit a été calme dans les favelas de Rio, qui ont été au cœur d'un feuilleton sanglant ces derniers jours. Les autorités avaient lancé un assaut contre des trafiquants de drogue qui tenaient tout un quartier. Des affrontements qui auraient fait 30 morts. Parallèlement, près de 200 narcotrafiquants ont tout de même réussi à échapper à cette intervention policière. Philippe Rochaud. Ça n'est pas la guerre, mais ça lui ressemble. Plus d'1 millier de soldats et de policiers tentent d'encercler et de capturer plus de 200 narcotrafiquants qui ont trouvé refuge dans cette favela. Une quinzaine de blindés a pris position dans les ruelles qui dominent ce quartier pour bloquer le passage aux trafiquants de drogue puissamment armés. On attendait cette opération depuis longtemps. On a besoin de pouvoir marcher normalement dans les rues, d'aller à notre travail. Nous voulons vivre. Une population qui a peur. Voilà 5 jours que les forces de l'ordre ont investi le quartier et que les commerçants ont dû fermer boutique. Les narcotrafiquants parviennent parfois à s'enfuir en scooter, mais ils sont pourchassés et rattrapés sur les collines par la troupe ou les hélicoptères. On compte déjà plus de 30 morts et l'opération est loin d'être terminée. Nous poursuivrons cette opération jusqu'à ce que la paix revienne dans ces quartiers. Le gouvernement brésilien veut donner un maximum de publicité à cette opération militaire. À 4 ans de la Coupe du Monde de football, il s'agit de nettoyer les favelas et de montrer que le Brésil devient un pays sûr. Il est 20h17 à suivre. Dans un instant, l'incroyable périple de 3 adolescents dans le Pacifique. Leur famille les croyait morts. Ils ont en fait dérivé durant 50 jours sur une embarcation de fortune. Le sport est dans 24 heures le choc entre la France et l'Australie, un vrai test match dans la perspective de la Coupe du Monde. Et puis Chantal Goya ou encore Dora, vous le verrez, provoquent des scènes d'hystérie entre guillemets enfantines. Vous découvrez ces spectacles d'avant Noël dans un instant. Mais avant cela, la flambée des prix de l'immobilier se poursuit. On a souvent pris pour habitude de dresser ce constat sur Paris avec une hausse confirmée de 14% cette année encore. Mais cette hausse des prix du mètre carré concerne toute la France. Elle atteint près de 9%. Coup de projecteur ce soir sur la ville de Lyon. Virginie Fichet, Olivier Jacquelin et Thierry Monnier sur place.
Ce 2 pièces dans le 3e arrondissement vient d'être vendu. 56 mètres carrés qui sont un bon indicateur de la tendance du marché lyonnais. Donc voilà un appartement qu'on a vendu le mois dernier, 183 000 €. Un prix qui in fine nous a un petit peu surpris nous, agents immobiliers, pourtant très proche du marché, puisque c'est le type d'appartement qui l'année dernière à la même époque se serait vendu de l'ordre de 165-170 000 €. À Lyon, les prix ont connu une hausse de 4 à 5% en moyenne depuis janvier. La morosité des années 2008 et 2009 cède la place à un nouveau rapport de force entre acheteurs et vendeurs. Il y a une forte demande d'acquéreurs, assez peu de biens à vendre, des taux qui sont très bas, donc on se rend compte aujourd'hui qu'il y a une pression assez forte sur les prix. Après une période d'observation, les acheteurs ont donc retrouvé de l'appétit et les taux d'intérêt affichés autour de 3% précipitent parfois leur décision. Avec tout ce qu'on entend en ce moment, effectivement, les taux qui pourraient remonter, l'immobilier qui remonte aussi en ce moment, oui, je me suis précipité. De 2 500 à 6 000 € le mètre carré pour les quartiers les plus cotés, l'immobilier lyonnais est encore loin des prix de la capitale. Mais depuis septembre, la hausse des prix connaît encore une accélération. Si cette accélération de la montée des prix se poursuit sur le 4e trimestre 2010 dans lequel nous sommes, on devrait être sur Lyon en prix moyen, bien entendu, pour les appartements, avec une évolution des prix d'environ 10%, voire peut-être au-delà. Les professionnels restent toutefois prudents. Une remontée annoncée des taux d'intérêt et les réformes fiscales prévues en 2011 pourraient assombrir ce tableau idyllique. Cette histoire maintenant qui s'est donc déroulée à l'autre bout de la planète, elle a connu son épilogue dans les îles Fidji. 3 adolescents originaires d'une île du Pacifique étaient portés disparus depuis le 5 octobre dernier. Ils avaient pris la mer sur une barque en aluminium pour une courte traversée, mais ils ont finalement été retrouvés 1300 km plus loin. Alors que s'est-il passé? Eh bien on voit cela avec Lumna Anaki. Ils tiennent à peine sur leurs jambes. Épuisés, amaigris. Ces 3 Néo-Zélandais auraient passé près de 2 mois en pleine mer et ils ne doivent leur survie qu'à des pêcheurs. Le bateau était en pêche au large de Tuvalu. En route pour la Nouvelle-Zélande, il a repéré une petite embarcation sur laquelle se trouvaient ces jeunes gens. Âgés de 14 et 15 ans, ces adolescents devaient traverser un bras de mer depuis leur île, à Tafou. Mais pour des raisons inconnues, ils ont dérivé jusqu'au large des îles Fidji, à plus de 1300 km. Pour survivre, ils auraient bu de l'eau de pluie, mangé des noix de coco et une mouette qu'ils auraient réussi à attraper. Chez eux, leurs proches avaient perdu tout espoir et avaient même fini par organiser des cérémonies religieuses en leur souvenir. Pour tous, ce sauvetage est un miracle. Tous les gens de Tokelau sont heureux. Oh, quelle histoire! Comment était le voyage? Est-ce qu'il va bien? Comment était l'océan? Comment il a survécu? J'ai des millions de questions à lui poser. Les 3 adolescents sont toujours hospitalisés, mais ils devraient retrouver leurs proches dans quelques jours. On revient en France avec le week-end de la banque alimentaire. Comme chaque année, des milliers de bénévoles sont mobilisés et ils espèrent récolter auprès de vous plusieurs milliers de tonnes de denrées. Près de 9000 points de vente sont concernés. Et lundi, ce sont les Restos du Cœur qui entameront leur 26e campagne. L'an dernier, 100 millions de repas avaient été distribués en France. Ici encore, ce sont les bénévoles qui sont à pied d'œuvre. Et aujourd'hui, ils enregistraient les familles qui souhaitent bénéficier de cette aide alimentaire. Reportage en région parisienne avec Florence Mavic et Chloé Cormery. Vous voulez qu'on vous inscrive pour l'hiver? Vous avez tous les papiers? André, c'est un peu l'hôtesse d'accueil au Resto du Cœur. Le numéro 40. C'est lui qui reçoit les familles. C'est également lui qui tient les registres d'inscription. C'est un cahier qui, vous voyez, que j'ai commencé le 15 novembre. On a eu, les premiers jours, on a eu 100 et quelques personnes. Vous avez l'impression qu'il y a plus de monde cette année? Nettement, au début de cette nouvelle nettement. campagne? Dans ce centre de l'Est parisien, l'hiver dernier, 2000 familles sont venues chercher de l'aide. Des personnes âgées, des travailleurs à temps partiel, beaucoup de jeunes mères aussi, qui ont du mal à nourrir leurs enfants. Qu'est-ce qui vous coûterait le plus cher à acheter? Du lait pour bébé qui vient de naître, bon, c'est cher ça. Et la couche et puis les petits pots. Tenez madame. En s'inscrivant, les familles reçoivent aussi quelques provisions. L'an dernier, aux 4 coins de la France, les Restos du Cœur ont accueilli plus de 800 000 personnes chaque jour. Composition familiale, revenus, dépenses, chaque demande est étudiée avec soin. Parfois, les bénévoles refusent certaines familles.
On n'en a pas beaucoup à qui on dit non, mais c'est extrêmement difficile parce qu'ils ne sont pas riches pour autant, quoi. Les pâtes, on n'hésitera pas parce qu'on en a beaucoup. Les dossiers vont laisser la place au panier repas. Raymond et Michel font un dernier inventaire des stocks. Ce qu'on espère toujours, c'est avoir beaucoup de dons. Parce que le don, c'est souvent des produits un petit peu plus luxe. Ça, c'est un vrai plaisir d'offrir ça à des enfants. Elle est là. Touria connaît chaque bénévole. Depuis 4 ans, elle se rend 2 fois par semaine dans le centre. Cet hiver encore, elle renouvelle son inscription et ne repart pas les mains vides. Les Restos du Cœur lui ont offert quelques boîtes de conserve, du poulet, du café et surtout du réconfort. Voilà les Restos du Cœur qui ouvriront donc lundi. Le sport, avec tout d'abord une démission qui a une nouvelle fois semé le trouble aujourd'hui à la Fédération française de football. Jacques Lambert, directeur général de la Fédération, a choisi de quitter son poste. Il était l'une des personnalités les plus crédibles au sein de l'institution. Énarque, ancien préfet, il avait été l'un des artisans du succès de l'organisation de la Coupe du Monde 98. Le rugby maintenant, avec demain un vrai test pour le 15 tricolore qui affrontera l'Australie. Les Bleus qui disposent depuis quelque temps, vous allez le voir, d'une nouvelle arme secrète, une mêlée pas comme les autres. De quoi se préparer pour affronter le pack australien. Reportage Julien Benedetto et Bertrand Pelletier. Touch. Pause. Gage. Voici l'arme secrète des Bleus. Un simulateur électronique de mêlée. Si vous attaquez un petit peu vers le droit, le bas, le simulateur il va aller en bas. Ce joystick permet de modifier l'angle et la force de la poussée. Grâce à cette machine révolutionnaire, le 15 de France possède aujourd'hui la meilleure mêlée du monde. L'Australie devrait souffrir demain dans ce secteur de jeu. Il ne faut pas non plus se focaliser là-dessus. C'est pas parce qu'on les dominera peut-être en mêlée que le match sera gagné, quoi. Voilà, il faudra être intelligent, être performant en mêlée. Au cœur de la mêlée bleue, Fulgence Ouedraogo s'est fait une place à coups de plaquage dévastateur. Né au Burkina Faso, placé dans une famille d'accueil à Montpellier à l'âge de 3 ans, il impose sa puissance dans le rugby français. J'ai envie d'apporter à cette équipe et tout faire pour qu'on gagne enfin contre les Australiens samedi. Et voilà, et on sait que la tâche sera rude. Le challenge ça s'annonce vraiment alléchant, donc on a tous envie de le relever. Dominateur en mêlée, intraitable en défense, les Bleus peinent à marquer des essais. Ils doivent retrouver l'étincelle offensive contre les Australiens, vainqueurs des 4 dernières confrontations. Match à suivre demain soir sur France 2, juste après le journal. Les fêtes de fin d'année s'approchent et l'heure est au spectacle pour enfants. Plusieurs sont à l'affiche en ce moment à Paris comme en province. On y retrouve des héros de dessins animés, mais aussi une icône inoxydable, Chantal Goya, qui fait toujours chavirer les salles. Vous allez le voir. Des spectacles qui suscitent d'ailleurs des scènes de communion, d'enthousiasme, voire parfois, entre guillemets, d'hystérie chez les plus petits. Images et décryptage ce soir avec Amira Swelem et Daniel Lévy. Impressionnées, Sarah et sa sœur s'avancent. Dans quelques secondes, elles vont rencontrer leurs idoles. Le singe Babouche, mais surtout Dora l'exploratrice. C'est l'anniversaire de mon petit frère. Dites-moi, c'est qui? Dora. Vous êtes contente de la voir? Oui. Ils sont ravis, les enfants, ils sont très excités. Toute la semaine, ils étaient très excités, donc on est ravis d'être là. Dora, un personnage créé il y a 10 ans aux États-Unis et que les enfants adorent. C'est Dora l'exploratrice. Dora, c'est l'amie de Babouche. Ils connaissent pratiquement tout par cœur, mais les chansons sont faites pour qu'elles les retiennent facilement. Pour le producteur du spectacle, la recette du succès, c'est la personnalité même de Dora. C'est une héroïne qui est très proche des enfants, qui leur ressemble. Qui a beaucoup d'initiatives, qui a besoin de ses amis pour passer des épreuves, qui a besoin des enfants pour passer des épreuves. Des enfants qui s'identifient au personnage, ce phénomène Chantal Goya le connaît bien. 30 ans de scène, des milliers de fans, autant d'anecdotes. Il y en a certains qui voudraient que je parte habiter chez eux. Alors je leur explique que moi aussi je suis une maman, que j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, que je suis mariée. Alors ils me regardent comme ça parce que je leur dis la vérité, j'ai rien à leur cacher. Des spectacles pour enfants qui se transforment en grandes fêtes. Un avant-goût de la vie d'adulte pour ce pédopsychiatre.
finalement, c'est un peu comme nous adultes quand on va voir des concerts de rock ou des matchs de foot, c'est la même émotion. Il y a une dimension un peu de communion. On fait la fête ensemble, on rêve ensemble. Il y a une espèce d'idéal commun et c'est quelque chose qui fédère et qui unit aussi les enfants d'une même génération. Des spectacles comme celui-ci, il s'en produit des dizaines chaque année. Un marché en plein boom. Rares sont ceux pourtant qui, comme Chantal Goya, restent 2 heures à la fin du spectacle pour signer des dédicaces et faire durer un peu plus longtemps le rêve. Voilà, et puis cela fait aujourd'hui 332 jours que nos 2 confrères Veguecker et Stéphane Taponnier, ainsi que leurs 3 accompagnateurs, sont retenus en otage en Afghanistan. Nous pensons bien sûr à eux, ainsi qu'aux 6 autres otages français retenus dans le monde. Voilà, avant de se quitter, je vous rappelle l'une des informations de ce vendredi, c'est cette vague de froid qui se poursuit en France. Température en baisse, une nouvelle fois cette nuit. 9 départements sont en alerte orange. Menace de neige sur la Charente, la Dordogne ou encore la Corrèze. Prudence donc sur les routes, il y aura beaucoup de verglas cette nuit. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, justement, la météo d'Isabelle Martinet. 20h35, Tango, une comédie policière. 23h, Semaine critique, Franz-Olivier Gisbert. À demain pour l'information des 13h, suivi de 13h15 le samedi. Passez une très belle soirée. Et à demain, j'espère. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.